Bonjour, bienvenue à tous dans notre webinaire La cuisine de l'info spéciale science consacrée à la Lune, à son exploration par l'être humain, ainsi qu'aux rumeurs et aux informations qui circulent à ce sujet. Je suis Nico Martel de la chaîne YouTube Info ou Mytho. Grand plaisir de recevoir Sébastien Carassou, astrophysicien, donc spécialiste de l'espace, conférencier et vulgarisateur scientifique, notamment sur YouTube, où il anime l'excellente chaîne Le Sense of Wonder. Sébastien, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Donc, il y a plus Merci à de vous. 1500 élèves qui nous regardent, qui ont posé des tas de questions et qui attendent des tas de réponses de ta part. Eh bien, je suis là pour ça. Bon, ben c'est parfait. Mais d'abord, pour s'échauffer, on va commencer avec deux questions de quiz avec vote en direct. Donc, il y a un onglet sondage qui se trouve normalement en bas à droite de votre écran. Et vous allez pouvoir tout de suite répondre à cette question de circonstance. Quand sommes-nous allés pour la première fois sur la Lune ? Alors, est-ce que c'était en 1959, en 1969 ou en 1979 ? Vous pouvez voter et soumettre le vote, Elle est facile celle-là. normalement. Alors, on va laisser les gens voter un petit peu. Ça progresse, et ça progresse dans le bon sens. Voilà, on va arrêter là. Donc, 93% de nos spectateurs avaient la bonne réponse, 1969. Bravo. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns qui ont pensé que c'était en 1959. Ça, c'est un petit peu optimiste. C'est un peu plus tôt. C'est en 69 que Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, que personne ne connaît parce que lui, il est resté en orbite. Il n'est pas descendu sur la Lune. Sont arrivés sur notre satellite. Voilà. Alors, on va enchaîner tout de suite avec une deuxième question, tout à fait liée à la première. Combien d'astronautes en tout sont allés sur la Lune ? Alors, 0, 12 ou 50 ? Plus difficile celle-là. Oui. Allez, j'ai voté aussi. Il faut que ça monte. On laisse encore quelques secondes. Eh ben, on dirait qu'ils ont bien préparé le sujet, puisqu'effectivement, là encore, 93% de nos auditeurs savent qu'il y avait 12 astronautes qui ont posé pied sur la Lune. Pas 50 ni 0, même si personne semble le croire sur Internet. Eh Donc, bien, ils ont très bien révisé. ouais, 12. Alors, le moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est que la dernière mission lunaire a eu lieu en décembre 1972. La dernière fois que des astronautes ont posé le pied sur la Lune, c'était Eugene Cernan et Harrison Schmitt, deux Américains, puisqu'il n'y a que des Américains jusqu'à présent qui y sont allés. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, on va passer à la première question. Donc, on a reçu énormément de questions, beaucoup de questions d'ailleurs qui reviennent d'une classe à l'autre. Donc, on a choisi de te poser celle-là, Sébastien, en priorité. D'abord, une question toute simple. Pourquoi est-ce que les Américains ont décidé d'aller sur la Lune ? Et ben en fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En fait, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et là, il y a deux superpuissances qui émergent. On a d'un côté les États-Unis d'Amérique et de l'autre l'Union soviétique. Et ces deux superpuissances, ils sont pour des organisations de société et des modes de vie qui sont assez radicalement différents. Et comme les deux superpuissances, elles veulent montrer au monde entier qu'elles sont la plus forte, elles vont se mettre à développer des armes qui sont de plus en plus massives, de plus en plus destructrices, mais sans jamais se faire la guerre de manière frontale. Donc ça donne lieu à une période qu'on appelle la guerre froide, qui va être caractérisée par une double course entre les deux superpuissances. D'un côté, vous avez une course aux armements, donc on va chercher à développer des missiles nucléaires qui sont capables d'atteindre les pays ennemis. Et puis de l'autre, vous avez une course à l'espace, donc on va chercher à développer des fusées et des sondes spatiales pour explorer l'espace et prouver qu'on a la supériorité technologique. Et le truc, c'est que les premières étapes de cette course à l'espace, elles vont être largement gagnées par les soviétiques. C'est eux qui vont envoyer Sputnik, le premier satellite autour de la Terre, et c'est aussi eux qui envoient le premier homme et la première femme dans l'espace, qui sont Yuri Gagarin et Valentina Tereshkova. Du coup, les Américains, ils sont un petit peu traumatisés par tout ça. Et à la fin des années 50, ils décident de se lancer un défi très ambitieux qui est d'envoyer les premiers humains marcher sur la Lune. Et ça, dans un délai extrêmement court de 10 ans à peine. Et c'est comme ça qu'est né le programme Apollo.
Dans ce contexte, il y a un discours politique qui est entré dans l'histoire, hein, et qui a été donné par le président John F. Kennedy dans une université américaine en 1962, et dans laquelle il a déclaré Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, non parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Donc, à travers ces mots, on voit bien que le but des missions Apollo, il n'est pas du tout scientifique, hein, il est essentiellement patriotique. Il s'agit de redorer le blason des États-Unis et c'est une question de prestige international. Et comme vous le savez certainement, la promesse de Kennedy, elle a été tenue. Et ce sont bien des Américains qui ont posé le pied sur la Lune pour la première fois en 69 à l'occasion de la mission Apollo 11. Alors justement, question numéro 2, dans la droite ligne de la première, comment ils ont fait, tout simplement? Et ben comment ils ont fait? C'était loin d'être facile en fait, hein, on estime que le programme Apollo, il a mobilisé environ 400 000 personnes, que ce soit des gens de la NASA et puis des contractuels, et ça a coûté plus de 150 milliards de dollars, en valeur du dollar actuel. Et toutes ces ressources, en fait, elles ont servi à développer des technologies qui vont permettre à un équipage d'atteindre la Lune et puis de revenir sain et sauf, pardon. Et ça, c'est pas fait d'un seul coup. Il y a eu plein de tests, il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des entraînements très très rigoureux de la part des astronautes. Certains sont morts, hein, d'ailleurs, tragiquement, à la suite d'un test qui a mal tourné. Et il a fallu développer une énorme fusée, la Saturn V, qui était jusqu'à récemment la plus grosse fusée de l'histoire. Donc la Saturn V, c'est une espèce de gros missile de plus de 110 mètres de haut et de plus de 3000 tonnes. Donc c'est très très lourd. Et sur ces 3000 tonnes, il y avait seulement une cinquantaine de tonnes qui étaient envoyées vers la Lune. Donc tout le reste de la fusée, ça servait à transporter le carburant qui était nécessaire pour s'extraire de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Et donc tout en haut de la fusée, vous aviez deux vaisseaux qui étaient accrochés. Alors, je vais essayer de vous les montrer là. Ces deux vaisseaux, ils sont comme ça, voilà. Donc, il y en a un qu'on appelait le module de commande et de service, qui a été utilisé pour transporter un équipage de 3 astronautes de la Terre à la Lune et puis de la Lune à la Terre. Et ce vaisseau-là, il était capable de s'insérer en orbite lunaire. Et puis, vous avez un autre vaisseau ici qui était attaché au module de commande. C'était ce qu'on appelait le module lunaire, le LEM. Et ce LEM, il était conçu pour se détacher du module de commande, atterrir sur la Lune avec ses petites pattes, et puis redécoller par la suite et se rattacher au module de commande. Donc durant toute cette opération, il y avait toujours un astronaute qui restait dans le module de commande et de service et qui tournait autour de la Lune. Et puis les deux autres, ils embarquaient dans le LEM et ils partaient gambader à la surface de la Lune. Donc voilà comment ça s'est passé. Alors, on a tendance à retenir évidemment que la mission Apollo 11, parce que c'est la plus célèbre, mais au total, il y a eu 17 missions Apollo, et il y en a 6 qui ont emporté des humains à la surface de la Lune. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en tout, il y a eu 12 humains qui ont laissé des traces à la surface de la Lune, tous des Américains et tous des hommes. Il n'y a pas eu encore de femmes sur la Lune jusqu'à présent. Alors, ça pourrait peut-être changer à l'avenir, et d'ailleurs, c'est l'occasion de poser une nouvelle question sondage, donc vous cliquez pour répondre à ce nouveau quiz. Est-ce qu'on va y retourner, selon vous, sur la Lune? Est-ce que c'est prévu? Oui ou non? Allez, moi je vote. On va laisser quelques secondes pour que les spectateurs puissent tous voter. Et bien, ça reste à 100% de oui. Ça reste à 100% de oui, oui, donc tout le monde est optimiste, et effectivement, c'est prévu. C'est prévu avec un nouveau programme qui prend la suite d'Apollo, donc qui s'appelle Artemis, du nom de la déesse de Lune, justement, dans la mythologie grecque. Le décollage de la première mission, donc Artemis 1, était prévu en août, ça a été décalé, ça devrait arriver en novembre, il n'y a pas d'humain encore dans cette fusée, et normalement, on devrait envoyer des astronautes, dont une femme, sur la surface lunaire d'ici peut-être 2025, 26, 28 au plus tard. Voilà. Tout à fait. On croise les doigts. On croise les doigts et puis on espère peut-être que Thomas Pesquet sera du voyage aussi. On espère aussi. D'ailleurs, voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que des gens pensent que même si on ira peut-être un jour sur la Lune, on n'y est pas encore allé. Que ça n'est pas vrai tout ça. Est-ce que tu sais pourquoi certains pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune?
Et ben en fait, je trouve que c'est une question super importante déjà quand on parle de théorie du complot, de revenir à la source de pourquoi est-ce que les gens y pensent ça, parce que en fait l'histoire elle est assez rigolote quand on la lit. Et en fait l'initiateur de cette hypothèse d'un complot lunaire, il s'appelle Bill Kaysing. Bill Kaysing, c'est un écrivain américain qui a notamment travaillé en tant que rédacteur technique à l'entreprise Rocketdyne, qui était l'entreprise qui concevait les moteurs de la fusée Saturne V à l'époque des missions Apollo. Et en fait, Bill Kaysing, c'est pas il s'est revendiqué comme ingénieur ou comme scientifique, mais en fait, il n'a pas du tout de formation scientifique ou d'ingénieur. Il était juste chargé de corriger les fautes d'orthographe dans les manuels d'utilisation de la boîte. Et en fait, dans les années 70, Kaysing, il devient un petit peu parano et il commence à avoir l'intuition que les États-Unis n'ont pas du tout la capacité technique d'envoyer des hommes et de les faire revenir, enfin, d'envoyer des hommes sur la Lune et puis de les faire revenir. Et en fait, il finit par s'auto-convaincre tout seul, dans sa tête, de cette idée, jusqu'à publier un bouquin en 1974 qui s'appelle « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine de 30 milliards de dollars ». Et dans ce livre, il va affirmer que les images des missions Apollo, elles ont été tournées en studio dans une base militaire secrète du Nevada, la fameuse zone 51, probablement avec l'aide de Stanley Kubrick, célèbre réalisateur du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en fait, bon, Bill Kaysing, il a déjà sa conclusion, hein, donc il va se mettre à chercher des indices un petit peu partout qui vont dans le sens de son intuition. Par exemple, il va remarquer qu'il n'y a pas d'étoiles sur les photos du ciel lunaire des missions Apollo. Il va remarquer que le drapeau américain, il semble flotter dans l'air alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Donc, etc., etc. Et en fait, ça aurait pu être un flop parfait, son livre, sauf que ça arrive dans une époque très particulière pour les États-Unis, qui sont les années 70. Et dans les années 70, il y a une énorme défiance du public américain envers le gouvernement. Les Américains, ils font plus confiance au gouvernement, et ça pour des bonnes raisons, hein, notamment parce que le gouvernement américain s'est engagé dans une longue guerre au Vietnam, dans laquelle il s'est parfaitement embourbé et qui était une guerre assez impopulaire dans l'opinion publique. Il y avait aussi pas mal de propagande américaine autour de la guerre, comme quoi la guerre c'était vachement bien et que les Américains c'était des gentils, mais ça plaisait pas à tout le monde ce message. Et puis en 1972, il y a eu un énorme scandale politique qui a éclaté aux États-Unis, c'était le scandale de Watergate. Alors qui est assez un petit peu complexe à expliquer, mais en gros qui était un vrai complot du gouvernement américain. En fait, le président de l'époque, qui était Richard Nixon, a envoyé des espions poser des micros dans un immeuble, l'immeuble du Watergate, dans lequel il y avait des adversaires politiques de Nixon. Donc lui, il voulait se faire réélire, et pour ça, il a utilisé des méthodes parfaitement illégales. Et du coup, quand il y a des journalistes qui ont sorti cette affaire-là, Nixon, il a été obligé de démissionner. Donc on était dans une époque un peu particulière qui a rendu l'histoire d'un complot lunaire un petit peu plausible. Et pendant un petit moment, voilà, c'est devenu dans l'imaginaire américain. Ça a pris une ampleur un peu démesurée avec l'apparition de la télé, où il y avait des documentaires qui reprenaient sans les critiquer les idées de Bill Kaysing, et avec Internet, évidemment, avec l'apparition de plein de vidéos complotistes qui ressortent sans les critiquer les arguments de Bill Kaysing, parce que c'est des trucs qui font des belles histoires, malgré le fait que on a plein de preuves en fait qu'on est déjà allé sur la Lune. On a environ 400 kilos de roches qui ont été ramenées de la Lune. On a des centaines de milliers de photos, etc. Et voilà, il y a eu plein de gens qui ont bossé sur ces missions-là, donc c'est difficile de faire mentir tous ces gens. Ouais. Et pourtant, ces fameux indices que Kaysing montre dans son livre, qui ne valent pas grand-chose, mais sont toujours repris. Par exemple, on entend souvent parler de cette histoire de drapeau qui ne devrait pas flotter. Tout à fait. Ça, c'est un grand classique. C'est un peu l'argument qui revient le plus souvent chez les gens qui croient que les missions Apollo ont été mises en scène. Et effectivement, hein, quand on regarde les films et les photos de la mission Apollo 11, on a bien l'impression que le drapeau il est en train de flotter. Mais en fait, si on regarde attentivement, c'est pas du tout le cas. Donc comme tu as bien remarqué, il n'y a pas d'air sur la Lune. Il n'y a rien qui puisse faire flotter le drapeau. Et ça, les ingénieurs, ils étaient très au courant de ça, hein. On leur avait demandé de faire en sorte que le drapeau soit le plus photogénique possible. Et le truc, c'est que si vous avez un drapeau qui retombe tout mollement quand on le plante, symboliquement, c'est quand même assez décevant. Du coup, les ingénieurs, ils ont dû
innové en dernière minute, hein, si on peut zoomer là, sur l'image, merci. On voit qu'ils ont conçu une petite tige télescopique qui se déployait sur le haut du drapeau et qui permettait au drapeau américain d'être bien visible tout le temps devant les caméras sans qu'on ait besoin de le tenir. Et ça, sur les photos, ça donne l'impression que le drapeau, il flotte. Alors, il y a un autre truc qui peut ajouter à l'illusion, hein, c'est le fait que le drapeau, il avait été un peu froissé lorsqu'il est arrivé sur la Lune. Et évidemment, il n'y avait pas de fer à repasser qu'on pouvait utiliser sur place pour le rendre plus présentable. Et ça, c'était sans compter le fait que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ils ont pas mal galéré à déployer la petite tige télescopique jusqu'au bout, avec leurs gros gants, qui étaient pas du tout pratiques. Du coup, ça a créé d'autres boursouflures sur le tissu du drapeau et ça a fait que plein de gens ont cru que ce drapeau, il était en train de flotter. Mais voilà, c'est pas le cas. Alors, il n'y a pas que le drapeau, il y a aussi l'histoire de l'empreinte de pas, Mmh. qui est extrêmement nette dans le sol lunaire et certains disent: «Elle ne devrait pas être aussi nette que ça. Quand on marche sur du sable, ça ne fait pas des empreintes aussi nettes et précises». Ouais, ouais, mais tout à fait. Mais en fait, quand vous marchez sur du sable, hein, surtout sur du sable sec, vous faites des gros pâtés, circulaires comme ça, des gros trous plutôt que des belles empreintes et en fait, ça, c'est dû à une propriété du sable, c'est dû à la forme des grains de sable. Si vous regardez des grains de sable au microscope, vous allez voir qu'ils sont en général, très, très ronds, très, très lisses, et ça, c'est dû à l'action de l'eau et du vent qui ont érodé progressivement la surface des grains et du coup, les grains de sable, ils ont tendance à rouler les uns sur les autres plutôt qu'à se coller entre eux. Mais si vous voulez faire des empreintes très jolies et très très nettes sur Terre, il vous faut du sable mouillé parce que les molécules d'eau vont agir comme une sorte de colle qui va lier les grains de sable entre eux. Mais sur la Lune, comme tu le fais remarquer, il n'y a pas d'eau liquide, en fait. Donc on peut légitimement se demander pourquoi est-ce que les empreintes de pas des astronautes, elles sont aussi nettes. Et pour comprendre ça, il faut comprendre que les propriétés du sol lunaire sont en fait très différentes des propriétés du sable sur Terre. Le sol lunaire, il est recouvert d'une couche de poussière très très fine, qui ressemble à de la poudre hein, dans la constitution, et qui fait quelques mètres d'épaisseur et on appelle ça du régolithe. Ce régolithe, en fait, il est issu des bombardements de micrométéorites et d'autres particules de l'espace qui ont concassé la roche lunaire au fil des milliards d'années. C'est un processus très, très lent et ça l'a transformé en cette sorte de poudre avec, des propriétés un petit peu particulières. Déjà, les particules de poussière, quand on les regarde, au microscope, ces particules de poussière lunaire, ce sont des débris de roches qui sont très, très tranchants, ce qui fait que leur forme leur permet de s'accrocher les uns aux autres assez facilement, comme des crochets. Et d'autre part, ces débris, ils sont chargés électriquement. Du coup, il y a une espèce de force électrostatique qui peut les aider à se coller entre eux. C'est comme quand vous avez un ballon et que vous le frottez sur vos cheveux, un ballon de baudruche, et à ce moment-là, vous allez charger électriquement la surface du ballon, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez attirer des petits bouts de papier qui vont se coller spontanément sur le ballon. Ça, vous pouvez le faire à la maison et c'est la même chose qui se passe, sur la Lune et du coup, ces propriétés de la poussière lunaire, elles font que, elle va avoir tendance à garder intacte la forme d'une empreinte de pas. Sans compter qu'il y a pas de vent ou d'air sur la Lune, du coup, ces empreintes, elles devraient rester inchangées pendant des milliards d'années, si on n'y touche pas. C'est impressionnant. Alors, je reviens sur la question du drapeau dont on parlait juste avant. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir depuis la Terre? Pourtant, on a des gros télescopes, ça devrait être faisable. Alors oui, on a des gros télescopes, mais ils sont pas suffisamment gros malheureusement pour faire, des images d'un truc aussi petit qu'un drapeau. Donc pour bien vous mettre en tête l'ampleur du problème, la Lune, c'est un objet qui se trouve extrêmement loin quand même. Elle se trouve à 384 000 kilomètres de la Terre et le drapeau américain de Apollo 11, par exemple, il fait 1,50 m de hauteur. Donc si vous voulez faire une photo du drapeau depuis la Terre, c'est aussi difficile que de faire la photo d'une pièce d'1 € à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Donc théoriquement, c'est pas impossible, mais ça demande un instrument qui est capable de faire des clichés en très très haute résolution. Et pour ça, on peut utiliser un télescope, hein, bien sûr. Un télescope, c'est juste un grand miroir qui va collecter la lumière des astres et qui va les focaliser sur un détecteur. Ce détecteur, ça peut être soit votre œil, soit une caméra, par exemple. Et la capacité d'un télescope à distinguer des détails très très fins, à séparer deux points très éloignés, c'est ce qu'on appelle dans le jargon son pouvoir de résolution. Le pouvoir de résolution du télescope, ça va dépendre essentiellement, alors ça va dépendre de la couleur dans laquelle on regarde l'objet, mais ça va aussi dépendre de la taille du miroir principal du télescope.
Donc si vous regardez un truc, voilà, si vous regardez le drapeau, sur la surface de la Lune, il vous faudra un miroir qui sera très, très grand. Parce que plus votre miroir il sera grand, plus votre télescope, il va pouvoir faire des images détaillées de la Lune. Et donc on peut faire un petit calcul, hein, ça si vous tapez pouvoir de résolution sur Wikipédia, vous pouvez vous-même calculer, quelle serait la taille d'un miroir nécessaire pour observer un drapeau de 1,50 m sur la Lune. Et là, si on fait le calcul, on trouve qu'il faudrait un télescope de 200 mètres de diamètre, un miroir de 200 mètres de diamètre. Alors ça, on n'a pas malheureusement sur Terre aujourd'hui. Le plus grand télescope optique au monde, il s'appelle le Grand Télescope des îles Canaries et il ne fait que 10 mètres de diamètre, 10 mètres et demi à peu près. Donc ça, c'est un petit peu décourageant malheureusement, mais vous pouvez vous rassurer parce que en fait, on n'a pas du tout besoin d'observer les restes des missions lunaires depuis la Terre, parce qu'on a déjà des sondes spatiales qu'on a envoyées en orbite rapprochée autour de la Lune pour la cartographier. Et ces sondes, elles ont déjà réalisé des clichés des sites d'atterrissage d'Apollo. Par exemple, c'est ce qu'a fait en 2011 la sonde LRO de la NASA. Mais si vous ne faites pas confiance à la NASA, vous pouvez aussi voir les photos de certaines sondes indiennes, chinoises et japonaises qui ont fait le même travail. Donc les preuves photographiques, elles sont déjà là. Il faut juste pas nier leur existence. Voilà, mais effectivement, c'est une spécialité de certaines personnes de nier les preuves et de penser que absolument tout le monde ment, tout le monde C'est s'est mis facile, hein. d'accord pour mentir. Alors, et un autre argument qu'on entend souvent pour dire que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, c'est que autour de la Terre, il y a une zone de radiation très dangereuse, la ceinture de Van Allen. Aucun rapport avec le groupe de rock, hein, mais qui fait juste mal aux oreilles, lui. Mais les radiations de la ceinture de Van Allen donc devraient empêcher les astronautes de traverser, en tout cas vivants. Alors ça, ça, on pourrait s'y attendre, évidemment. Alors oui, hein, il y a bien une ceinture de radiation mortelle autour de la Terre, et oui, les astronautes des missions Apollo l'ont bien traversée. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'ils ont survécu? Donc il faut revenir un petit moment sur ce que c'est cette fameuse ceinture de Van Allen. En fait, ça commence avec le Soleil, notre étoile, qui nous envoie en permanence des particules chargées comme des électrons ou des protons dans toutes les directions de l'espace. On appelle ça le vent solaire, et une fraction de ce vent solaire qui arrive dans le voisinage de la Terre. Et lorsque ces particules arrivent dans le voisinage de la Terre, elles vont être piégées dans son bouclier magnétique et elles vont s'accumuler dans une vaste région qu'on appelle la fameuse ceinture de Van Allen. C'est celle que vous voyez sur l'image là. Et cette région, elle est très très radioactive. Elle s'appelle Van Allen d'ailleurs parce que c'est le scientifique américain James Van Allen qui l'a découvert dans les années 50. Donc ça ressemble à ces espèces de beignets là, donc deux beignets imbriqués. Donc on a le petit beignet, c'est la ceinture intérieure de Van Allen, et le grand beignet qui est cette ceinture extérieure. Et effectivement, si vous vous trouvez à l'intérieur des ceintures de Van Allen pendant suffisamment longtemps, vous allez être exposé à des douches de particules chargées qui sont très énergétiques, et ce ne sera pas bon pour la santé de vous et la santé de votre vaisseau aussi, pour l'électronique. L'idée, c'est que plus vous restez longtemps exposé à la radioactivité, plus vous allez risquer votre vie. Et à l'époque des missions Apollo, on connaissait très bien ce genre de danger que pouvait représenter la ceinture de Van Allen. Ça inquiétait pas mal les scientifiques. Et du coup, pour limiter l'exposition des astronautes, ils ont calculé une trajectoire très spéciale pour les modules lunaires qui va limiter autant que possible le temps qu'ils vont passer à l'intérieur des ceintures. Et cette trajectoire, elle va aussi éviter les régions de la ceinture où la radioactivité est la plus forte. Et en pratique, les astronautes, ils n'ont pas passé plus d'une heure environ dans les ceintures de Van Allen, et sans compter que les parois du module lunaire, ils étaient aussi recouvertes d'une couche d'aluminium qui les protégeait en partie des radiations. Donc non, les astronautes d'Apollo n'ont pas été grillés par les ceintures de Van Allen, heureusement d'ailleurs, ça aurait été un peu moche. Par contre, pendant leur passage, ils ont reçu une dose de radiation qui était un petit peu équivalente à celle que vous recevez quand vous faites un scanner à rayon X à l'hôpital. Donc ça n'a pas posé problème pour les missions Apollo. Par contre, les radiations, ça peut être un problème beaucoup plus délicat dans le cadre d'une future mission vers Mars, par exemple, parce que dans l'espace entre les planètes, il y a aussi pas mal de particules de hautes énergies qui se baladent à très grande vitesse. On appelle ça des rayons cosmiques. Et comme un voyage vers Mars, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années si on veut faire l'aller-retour, les astronautes qui vont embarquer dans un tel voyage, ils vont recevoir des doses beaucoup plus élevées de radiation que les astronautes des missions Apollo. Donc c'est un problème un peu difficile, mais on y travaille. Alors, il n'y a pas que des questions autour des théories du complot selon lesquelles la conquête lunaire n'aurait pas eu lieu. On a d'autres questions qui sont intéressantes. L'une d'elles dit que les astronautes auraient capté des sons autour de la Lune.
pendant leur mission. Est-ce que ça veut dire que des extraterrestres étaient là et les surveillaient? J'aurais bien aimé, mais malheureusement, j'en suis pas persuadé. En fait, cette histoire de sonde de l'espace, elle est insolite, mais elle est véridique. Elle nous vient de la mission Apollo 10, qui était la mission qui était juste avant celle qui allait emmener Neil Armstrong et Buzz Aldrin faire les premiers pas sur la Lune. Et en fait, la mission Apollo 10, c'était une mission de répétition. Elle devait faire le tour de la Lune, répéter certaines manœuvres avec les vaisseaux et revenir sur Terre. Et au cours de leur voyage, ils devaient passer par la face cachée de la Lune. Et normalement, à ce moment-là, tout contact radio avec la Terre est coupé. Du coup, les astronautes, ils sont complètement livrés à eux-mêmes pendant 1 heure. Et à ce moment-là, alors qu'ils tournent autour de la Lune, comme ça, qu'ils sont derrière la face cachée, ils vont se mettre à entendre un étrange sifflement, un peu une sorte de ouh, 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 qui va résonner un petit peu partout dans la cabine. Et dans les enregistrements audio de la mission, on entend très distinctement ce bruit étrange. On voit bien que les astronautes, ils sont un peu perturbés, hein. Il y en a un qui va dire « Waouh, cette musique, elle est très étrange ». Il y en a un autre qui dit « On va devoir trouver l'origine de ce truc parce que personne ne va nous croire ». Et en fait, sur le moment, ils sont tellement surpris et perplexes qu'ils vont choisir de pas du tout en parler autour d'eux. Ils vont pas en parler à la NASA parce qu'ils veulent pas qu'on les prenne pour des fous. Sauf que 2 mois plus tard, au cours de la mission Apollo 11, il y a l'astronaute Michael Collins qui va se mettre à entendre exactement la même chose au niveau de la face cachée de la Lune. Donc c'est très très étrange, le même sifflement, le même ouh un peu étrange, un peu de science-fiction. Sauf que contrairement aux astronautes précédents, lui, il va demander directement aux techniciens de la NASA qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et les techniciens vont tout de suite lui donner une explication. Cette explication, elle est beaucoup plus simple qu'un groupe de musique alien, et beaucoup plus décevante aussi, hein. En fait, c'était juste des interférences entre la radio du module lunaire et celle du module de commande. Lorsque les 2 vaisseaux étaient à proximité, les 2 radios, elles faisaient des interférences, et lorsque les 2 vaisseaux s'éloignaient, le sifflement, il s'arrêtait. Donc, affaire résolue. Très bien, même si on est un petit peu déçu quand même de cette explication. Plus récemment, dans l'actualité, Thomas Pesquet a une déclaration qui a été beaucoup commentée, notamment par certaines personnes qui ne croient toujours pas qu'on soit allé sur la Lune. Parce qu'il semble dire, dans cet extrait qu'on va passer, qu'on n'est jamais allé aussi loin. Alors on va passer l'extrait, écouter ce que dit Thomas Pesquet. Pourquoi la Lune? Pourquoi elle vous fait rêver autant? Qu'est-ce qu'elle a de différent, la Lune? Qu'est-ce qu'elle a de plus? La Lune, il faut voir qu'il y a un facteur 1000, en fait. C'est 1000 fois plus loin que la station spatiale, qui est à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc c'est vraiment, encore une autre dimension dans le voyage spatial. C'est comme faire du bateau sur une petite coquille de noix ou se lancer à travers l'Atlantique avec un bateau de course. Il y a vraiment un problème d'échelle qui est différent. Et d'ailleurs, on va le voir, la fusée qui est là, c'est la fusée la plus puissante du monde, hein. Elle fait presque le double en hauteur de ma première fusée à moi, qui était le Soyuz, qui fait 53 mètres. C'est déjà pas négligeable quand on s'installe en haut. Là, 98 mètres pour cette version, 113 mètres pour la version suivante. C'est vraiment des températures pendant la rentrée atmosphérique, des vitesses. Tout est en fait multiplié, le danger, l'intensité. Et là, on va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Mais justement, Thomas Pesquet, ce facteur 1000, comme vous dites, c'est 400 000 km de distance entre la Terre et la Lune. Alors ouais. Ce fameux extrait qui a été partagé des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, j'avoue que personnellement, quand je suis tombé dessus, un peu par hasard, parce qu'il a quand même été très viral, j'ai pas compris comment les complotistes avaient réussi à faire croire que Thomas Pesquet, il disait qu'on n'était jamais allé sur la Lune. J'ai vraiment pas compris. Parce que quand il dit que Artemis va aller beaucoup plus loin qu'aucun humain n'est jamais allé, il dit pas qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Il dit juste que l'orbite lunaire du vaisseau d'Artemis va être beaucoup plus éloignée de la Lune que l'orbite lunaire des missions Apollo. C'est juste ça qu'il dit. Donc il y a eu un montage un petit peu trompeur qui a sorti cet extrait de son contexte, qui est réalisé par quelqu'un qui était un peu malveillant, assez malhonnête, et du coup ça a fait dire à Thomas Pesquet des trucs qu'il avait jamais dit. Et si vous regardez d'ailleurs le début de l'interview de Thomas Pesquet, il dit bien que Artemis sera le signe de notre grand retour vers la Lune. Donc il dit bien qu'on y est déjà allé avant. Donc évidemment ça, le montage, il le montre pas.
Donc cet extrait, il a rendu particulièrement furieux Thomas Pesquet, d'ailleurs, parce que quand il a appris que son interview avait été manipulée par des complotistes pour brouiller la vérité, il a écrit un long message sur Twitter. On l'a jamais vu aussi énervé. C'est un petit coup de gueule bon, je vous ai sélectionné un petit extrait, hein, et il dit la chose suivante. Il dit: «Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça, une fois de plus? Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune pendant les missions Apollo et on va y retourner. En vrai, ça me saoule d'écrire tout ça. Je devrais être plus patient, mais c'est rageant. Les mecs qui vous disent: "On vous ment, regardez, la vérité est ici, moi je ne vous mens pas, bien sûr", ça ne vous paraît pas un peu facile? Ils ont tout à y gagner. Surtout, ça nie le vrai boulot incroyable que des milliers de gens dans le monde font pour les missions spatiales, entre autres. Ils et elles méritent mieux que ça. Et on ne parle même pas des gens qui ont risqué leur vie pour ces missions. Et le fil Twitter, il se conclut par le message suivant. Si vous êtes pris là-dedans de bonne foi, ça arrive. Sortez de Twitter et essayez par exemple de trouver les infos dans les livres. C'est plus sûr. Et donc personnellement, je suis plutôt d'accord avec ça. Personnellement, parce que je crois que toi, quand tu étais justement collégien, comme ceux qui nous regardent aujourd'hui, tu as pu à un moment donné douter qu'on soit allé sur la Lune. Bah oui, j'ai douté parce que je suis tombé sur une vidéo virale aussi. Comme plein de gens aujourd'hui, c'est facile de se faire manipuler quand on n'a pas le contexte et c'est facile aussi de créer des vidéos qui manipulent des gens. Donc moi, quand j'étais au collège, je suis tombé sur une vidéo qui était sur Dailymotion à l'époque, c'était avant YouTube. C'était une vidéo qui s'appelait Opération Lune. Et en fait, c'était un extrait d'un documentaire sur Arte qui avait été tronqué. Et ce documentaire, en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'était que c'était pas un vrai documentaire. C'était un réalisateur français de documentaire qui s'appelle William Carell, qui a voulu faire un faux documentaire, ce qu'on appelle un documenteur dans le jargon. Et ce documenteur, il prenait les codes visuels et auditifs des documentaires télé, et il lui faisait dire absolument n'importe quoi. Il prenait des faux extraits d'interviews, il les collait, pour faire, dire des choses que les gens ne disaient pas. Il mettait une musique un petit peu angoissante avec une voix off, qui était très, très grave et qui laissait entendre pas mal de choses. Et en fait, les extraits de ce documentaire, quand ils ont circulé sur internet, ils ont été sortis de leur contexte et moi, quand je regarde ça, tu vois les images, tu te dis, «Ah oui, peut-être qu'on n'a vraiment pas marché sur la Lune, en fait». Et heureusement que des années après, j'ai lu des articles sur internet, qui prouvaient qui prouvaient faux les arguments, des différents complotistes, hein, qui les démystifiaient. Et heureusement qu'aujourd'hui si on va sur Wikipédia par exemple, on a, une page Wikipédia qui démystifie chaque argument, complotiste, du complot lunaire et heureusement d'ailleurs parce que, c'est très, très précieux et ça permet, déjà d'apprendre des choses et puis, d'être plus vigilant par la suite parce que c'est facile de manipuler des gens avec de l'image et du son. Oui, tout à fait. Pas facile de manipuler les gens. On en entend beaucoup parler. Et pour autant, est-ce que l'hypothèse complotiste est majoritaire? Est-ce que toi, tu es confronté très souvent à des gens qui n'y croient pas? Non, je suis pas confronté à des gens qui n'y croient pas énormément, sauf quand je fais des vidéos, qui sont spécifiquement sur le programme Apollo. Dans ce cas-là, il y a toujours quelques commentaires qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. En général, soit je les supprime, soit je les laisse parce qu'au final, c'est pas très, très grave, ils sont une toute petite minorité. J'ai des collègues, hein, qui ont beaucoup plus de complotistes dans leurs commentaires, mais moi, c'est pas mon cas et c'est pas mon cas et je pense que moi, ces gens-là, j'ai rien contre eux. C'est juste des gens qui se sont fait manipuler et comme moi, je me suis déjà fait manipuler plusieurs fois, je me dis que, bah, c'est des gens, comme moi, en fait, tout simplement. Donc c'est des gens qui, peut-être, plusieurs années après, iront se renseigner sur les différents sites et qui iront lire des bouquins comme ce super bouquin-là qui s'appelle, «On a marché sur la Lune» de Philippe Hénarejos, qui raconte l'histoire des missions Apollo et qui est un livre très illustré et très documenté. Donc voilà, c'est ça que je dirais à ces gens-là aujourd'hui, d'aller lire ce genre de livre, comme Thomas Pesquet au final. Donc, si je résume ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, cette conquête lunaire, elle est extrêmement documentée. Il n'est pas raisonnable de la mettre en doute parce que finalement, tous les arguments des complotistes peuvent être facilement démystifiés, donc prouvés faux, Tout à fait. avec un petit peu de science, tout simplement.
Et par contre, il faut se méfier des manipulations, c'est-à-dire des phrases, des extraits sortis de leur contexte qui laissent supposer qu'il y aurait un doute ou que peut-être on nous aurait menti. C'est très bien résumé. Bon, bah super. Bah écoute, merci infiniment, Sébastien, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi et merci à tous les gens qui nous ont regardés. Oui, merci aussi à nos spectateurs, effectivement, d'avoir été là. Donc, on rappelle qu'ils peuvent aller notamment sur YouTube voir ta chaîne, le Sense of Wonder. On mettra le lien dans le replay qu'on va mettre sur notre chaîne à nous, Info ou Mytho. N'hésitez pas à vous abonner aux deux, d'ailleurs, elles sont très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau webinaire spécial science. Et en attendant, gardez l'esprit critique.